Je sais pas pour vous, mais moi je me pose pas mal de questions existentielles et j'ai pas eu cette chance de pouvoir discuter vraiment avec mes grands-mères. Et c'est pour ça que j'ai décidé de recevoir Perla Servan-Schreiber, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Les promesses de l'âge. Et Perla, si vous ne la connaissez pas, elle a co-fondé le magazine Psychologie, par exemple, ou le magazine Clé. Et elle a 75 ans. Et elle explique justement dans son livre tout ce qu'elle a appris au cours d'une vie. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse avec cette discussion. Allez, voilà, c'est parti. Bonjour à tous, je suis avec Perla Servan-Schreiber. Bonjour Perla. Bonjour Grégory. Alors j'ai une première question. Ça fait quoi d'avoir 75 ans? Ça fait un bien fou. Ouais. Ah oui. C'est assez troublant, il faut reconnaître, d'être dans cet état de non pas d'euphorie, mais profondément joyeux, d'arriver à 75 ans et en gros d'avoir cette formidable surprise, eh bien de ne ressembler à rien de ce que je croyais que je serais à 75 ans. Donc c'est tout cadeau, quoi. Et alors justement, ensemble, on va parler un petit peu des enseignements que vous donnez dans votre livre, de ce que la vie vous a appris aussi, de la longévité, parce qu'aujourd'hui, finalement, ce qui a vraiment beaucoup changé avec la médecine moderne, et c'est très récent, c'est le fait qu'on puisse vieillir en étant en bonne santé, enfin, en tout cas, on le souhaite. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que nous, on devrait regarder en tant que personne plus jeune? Je pense qu'on a toujours cette envie d'avoir... on devrait l'avoir en tout cas, cette envie de parler avec sa grand-mère ou avec les anciens, oui. entre guillemets. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Qu'est-ce que vous avez retenu sur toutes ces années-là finalement? Alors, il faut quand même bien préciser que j'appartiens, juste simplement par l'année où je suis née, j'appartiens à la première génération de l'humanité, à vieillir aussi bien. Donc, c'est une surprise. C'est-à-dire que moi, quand j'avais votre âge, même si j'ignore votre âge, mais en tout cas, quand j'avais votre âge, j'ignorais que je serais ainsi. Tandis que vous le savez. Et ça change tout. Ça change tout. Donc, j'espère que ça ne changera pas la joie que je ressens personnellement. Mais sinon, d'être informé, c'est pas à vous que je vais le dire, d'être informé, on a tendance à s'y préparer mieux. C'est-à-dire que vous n'allez pas penser à la vieillesse chaque jour de votre vie, bien entendu, mais il y a un mode de vie, il y a des informations que vous-même, d'ailleurs, vous communiquez formidablement sur Vlan, des évolutions, des connaissances grâce à la science, grâce à des témoignages, qui vous permettront d'arriver encore mieux que moi à cet âge et au-delà de cet âge. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est pourquoi j'ai souhaité témoigner très modestement, mais très sincèrement, j'ai voulu témoigner de cette surprise et qu'un sociologue qui s'appelle Serge Guérin a magnifiquement résumé. Il dit « l'âge a rajeuni ». Ah, c'est joli, effectivement. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et à tel point que je m'interroge, est-ce que je dois dire « je n'ai que 75 ans ». Moi, quand j'ai eu la chance de connaître ma grand-mère, donc pas autant que je m'en souvienne, je devais avoir 3-4 ans, elle avait 46 ans et c'était pour moi une très vieille dame qu'elle est restée jusqu'au bout une trentaine d'années après. Ouais. Bon, donc il faut quand même bien voir que ce décalage est immense, absolument immense. Moi, quand je dis à mes petits-enfants, j'en ai 8, ils ont entre 28 et 11 ans, quand je dis à mes petits-enfants votre vieille grand-mère, ils se foutent de moi. Non mais, je veux dire, ils rigolent. Bon, alors, je dis pas ça du tout pour les faire rire, mais je me considère vraiment comme vieille. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est que la sémantique est quand même, comme vous le savez, toujours essentielle, et que moi, le mot vieux et le mot vieille, j'adore ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Parce que quand j'étais enfant au Maroc, et même pas enfant,
puisque j'ai eu la chance d'avoir au moins un couple de grands-parents, eh bien, mes grands-parents étaient respectés, honorés, consultés. Enfin, je veux dire, et je disais, paraît-il, depuis que j'étais petite, j'adorerais être vieille. Parce que moi, on me demandait de débarrasser la table et puis je me faisais engueuler. Tandis qu'eux, on était vraiment dans un respect absolu. Voilà. Et pourtant, dans notre société, on fait beaucoup de jeunisme. C'est-à-dire qu'on essaie toujours d'être plus jeune. Mais c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi ? Parce que j'espère, en tout cas, c'est la seule excuse que je donne à cette période charnière que nous vivons et qui demandera, me semble-t-il, encore, même si les choses s'accélèrent aujourd'hui, encore au moins une autre génération pour pouvoir s'installer et changer l'imaginaire de la vieillesse. Parce que comme en gros, cette vieillesse-là, nouvelle, c'est-à-dire en forme, avec des projets, sans maladie, et même si on a eu des maladies importantes, qu'elles soient guéries ou presque. Donc, c'est donc cette vieillesse-là, on refuse de la regarder et de la prendre en compte. Donc, on reste accroché à la jeunesse. Et le marché des cosmétiques est absolument, évidemment, avec les médias, très responsable de ce jeunisme, puisqu'en gros, tout est construit pour rester jeune, pour lutter contre l'âge, les produits anti-âge, c'est juste une folie, quoi. Une folie. Et d'ailleurs, vous dites, il ne faut pas rester jeune, parce que jeune, c'est une période qui est assez courte dans sa vie. Et oui. Il faut rester vivant. Moi, c'est vraiment mon projet et ma sensation. Pourquoi est-ce que je suis, en joie, si je puis dire, là ? C'est simplement parce que j'ai le sentiment d'être encore totalement vivante, vous voyez, et non pas être en train d'achever quelque chose. Je ne suis pas à la fin de quelque chose, même si objectivement, je n'ai jamais été aussi près de la fin, mais je suis au début d'une autre vie. Et c'est François Julien qui a trouvé la plus jolie phrase pour dire cette période. Il dit, et il a titré son livre « Une seconde vie ». C'est vraiment une seconde vie. Moi, je crois que c'est même là une 17e vie, parce qu'on a tous tellement de vies. Mais c'est vrai que c'est une autre vie. Et alors du coup, c'est quoi ? Parce que vous parlez beaucoup de vos petits-enfants dans le livre. Parce que, effectivement, quand on est plus jeune, en tout cas, qu'on ait 20 ans, 40 ans, on se pose quand même pas mal de questions existentielles. C'est quoi les conseils que vous leur donnez ? C'est quoi les bonnes questions à se poser ? Comment on se prépare bien Alors, moi, j'ai été très marquée dans ma vie, comme tout un chacun, par mes rencontres. Je suis le produit comme chacun, je crois, d'entre nous, de rencontres. Et quand je dis rencontres, c'est pas simplement des personnes, c'est des lectures, c'est des musiques, c'est des lieux. Voilà, parce que l'architecture, je vénère les architectes, parce que l'architecture est quand même une espèce de miracle, qui vous fait vous sentir tout simplement bien ou pas. Voilà, donc, ou qui vous fait vous sentir vous grandir ou pas. Il y a des lieux comme ceux que fait Tadao Ando qui sont absolument des appels à la spiritualité. Donc, dans ces rencontres-là, j'en ai fait, je peux dire, 3 ou 4 qui m'ont profondément marquée. La première, c'est une personne, c'est ma tante. Elle est encore vivante par chance pour moi, elle a 87 ans. Et elle, je l'ai nommée mon professeur de joie. Donc j'ai vu vivre cette femme et je l'ai vue vivre, mais vraiment avec une telle jubilation, ayant 7 enfants, n'ayant pas de moyens, et formant un couple formidable avec son mari, lequel a fini avec un Alzheimer, qu'elle a soigné jusqu'au bout. Elle a eu tous les drames possibles de l'existence et elle est encore et toujours dans la joie. Donc ça, c'est pour moi un modèle. Ensuite, j'ai découvert Etty Hillesum avec ce livre admirable qui s'appelle « Une vie bouleversée ». Je rappelle simplement qu'Etty Hillesum, c'est une jeune femme lambda, qui, comme
tant d'autres, hélas, elle vivait à Amsterdam, a été littéralement propulsée à Auschwitz, déportée à Auschwitz. Elle avait 25 ans et elle est morte à 27 ans. Elle n'est jamais, évidemment, ressortie de là. Et elle a écrit ce livre qui est un hymne à la joie. Donc, est-ce qu'on peut imaginer ce que peut être la joie à Auschwitz ? Bon, elle est parvenue à ressentir dans des minuscules instants, notamment dans la relation avec d'autres femmes, des moments qui l'ont portée et elle appelle ça de la joie. Puis j'ai rencontré une lecture, encore une, de Swami Prajnanpad, qui est un sage indien, mais qui avait la caractéristique de connaître, en tout cas, la psychanalyse et Freud. Il a comme tous les sages, il n'a rien écrit lui-même. Il faut être inconscient et légère comme je suis et tant d'autres pour écrire. Mais lui, il a enseigné à ses disciples et ce sont ses disciples qui ont traduit sa pensée. Et dans sa pensée, il y a une phrase qui est pour moi que je répète à mes petits-enfants pour répondre à votre question, que je répète à mes petits-enfants et qui est « Vivre, c'est l'acceptation joyeuse de la réalité ». Ces 3 mots, acceptation, joyeuse et réalité, une fois qu'on les a inscrits dans sa chair et dans sa tête, on ne peut pas ni mal vivre, ni mal vieillir. Parce que vieillir, c'est rien d'autre que vivre. C'est vraiment ça aussi dont je me rends compte. Et la réalité, c'est toujours elle qui a raison. J'ai 75 ans. Il n'y a pas à tortiller, j'ai 75 ans. C'est mon âge inscrit à l'état civil. Même s'il y a 3 âges, c'est-à-dire celui de l'état civil, celui qu'on me donne et celui que je ressens. Bien sûr. Et même si je ne ressens pas mes 75 ans, encore que certains matins, c'est pas gagné, mais ça fait rien, on avance et on arrive. Mais il y a là à la fois de la joie à accepter la réalité et de là, j'arrive à mon dernier point avec lequel je les bassine, tous autant qu'ils sont, quand c'est les adultes bien sûr, c'est ne pas essayer de changer ce qui ne dépend pas de vous. Voilà, d'accord ? Juste ça, et déjà, vous avez gagné en sourire et vous avez gagné en énergie. Et c'est vrai qu'on peut perdre... Vous parlez de ça d'ailleurs, vous dites à un moment donné que ce qui est bien dans le fait de vieillir, c'est qu'on se passe des contingences qu'on n'est plus obligé de suivre en fait, quelque part. Parce que bien sûr. Et ça, moi je suis une espèce d'obsédée de la liberté. J'ai réalisé à 14 ans que chez mes parents, ça se passerait pas très bien. Donc j'en suis partie. J'ai eu la chance d'être accueillie par ces fameux grands-parents, en tout cas pour quelques années. Et puis, ça m'a permis ensuite, cette espèce de ce que j'aurais pu trouver être une malchance, s'est transformé en chance de ma vie, véritablement. Donc, la liberté, c'est pour moi une obsession. Et j'observe qu'avec l'âge, j'acquiers une nouvelle liberté. C'est d'ailleurs le sous-titre de mon livre. Et qu'est-ce que c'est que cette liberté ? Cette liberté, c'est d'abord d'avoir choisi, ça c'est un très grand luxe, je le reconnais, d'avoir choisi d'arrêter un métier que j'ai adoré faire, et mon mari aussi. Pendant 50 ans, j'ai été dans la presse et j'ai adoré ça, et j'ai eu la chance de vivre les 50 plus belles années du papier, si je puis dire. D'accord ? Bon, puis quand c'est plus le moment, il faut le savoir, il faut s'en rendre compte, et puis il faut tout simplement tourner une page. J'ai totalement tourné la page instantanément. Je ne peux même pas vous dire comment, j'en sais rien. C'est vrai. C'est simplement vrai. Et à cet instant-là, j'exagère quand je dis instant, mais je veux dire, à cette même période, m'ont été proposées
des activités, mais que je n'aurais jamais même imaginé qu'on me propose. Vous voyez, de faire des petites vidéos sur Facebook, moi qui suis, hélas, étrangère aux réseaux sociaux. Eh bien, voilà, ça m'a follement amusée. De là est né un livre qui s'appelle Ce que la vie m'a appris. De là sont nées également des rencontres avec des jeunes, vous par exemple aujourd'hui, voilà. L'autre jour au Paris Podcast Festival, la même chose, avec que des jeunes de 20 ans. C'est quand même un élixir de longue vie parce que autant je ne suis pas du tout accrochée à ma jeunesse, d'abord parce que je ne l'ai pas aimée, puis parce que c'est inutile, autant je suis amoureuse de la jeunesse des autres. Ça, c'est chouette. Et d'ailleurs, pour revenir sur le conseil que vous donnez à vos petits-enfants, vous dites, tout ce qui est essentiel et mystérieux. Et donc, c'est peut-être ça aussi. Mais oui, mais évidemment que c'est mystérieux. Bien sûr. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'essentiel dans ma vie, franchement ? Je ne sais pas grand-chose, même si j'ai fait des choses. Mais franchement, je ne sais pas grand-chose. Mais qu'est-ce que j'ai appris à ressentir ? Voilà, ressentir, c'est pour moi le grand truc. Vous voyez ? Ressentir, ça c'est formidable. Et puis, il y a cette espèce de distance que l'on apprend et à faire des pas de côté dans la vie pour ne pas s'emballer quand quelqu'un, à la limite, vous contrarie un peu, pour ne pas vraiment éviter de se faire du mal. Bon sang de bonsoir, éviter de se faire du mal. Et c'est nous qui nous faisons le plus de mal. Et dans les pays où on vit, bien sûr. Je serais en Syrie ou au Yémen, hélas. Et dans tant d'autres pays. Mais ici, franchement, même la violence, vous savez que combien, et je sais combien on a du mal à nous croire. Nous, on avait fait un papier dans Clé, notre dernier magazine, avec un gros titre, « La violence a baissé ». Alors là, c'est quand même extraordinaire. Comme dit Yann Arthus Bertrand à propos de l'écologie, les gens aujourd'hui ne veulent pas croire ce qu'ils savent. Ce qu'ils savent. Vous voyez, c'est extraordinaire ce décalage qui existe aujourd'hui. Eh bien, pour la violence, les chiffres sont patents. Et vous savez quelle est la première source de mortalité aujourd'hui ? L'obésité, non ? Non, le suicide. D'accord. C'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que sur les 4 premières causes de mortalité, il y a uniquement ce que chacun fait, si je puis dire, lui-même, contre lui. Et du coup, d'ailleurs, vous parlez de muscler son mental, son âme et son cœur. Comment on fait ça ? Parce que je pense que ça, c'est aussi une vraie question que les gens se posent. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous savez sans doute, le développement personnel a pas mal le vent en poupe. Les gens cherchent le bonheur, etc. Sans forcément se rendre compte que le bonheur, c'est ce qu'ils ont déjà. Mais comment on fait pour se muscler tout ça, tout ce qui est spirituel, finalement ? Moi, je crois que ça relève beaucoup plus de la spiritualité que probablement du bonheur. Je trouve ça formidable si les gens vraiment cherchent le bonheur et le trouvent et c'est formidable. C'est pas le problème. Moi, je suis davantage attachée à la joie. Et la joie, c'est un sentiment qui certes vous habite, mais qui se développe. Si on ne le développe pas, il meurt. Ça, c'est comme une plante. On est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension génétique, comme pour le bonheur. Il y a une dimension génétique qui est à peu près de 50%. Bon, si toutefois on peut mesurer ce genre de choses. Mais c'est quoi muscler son mental ? C'est juste essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs indéfiniment. Et notamment, pardon de me répéter, mais celles que je viens de vous nommer il y a 2 minutes, ne pas essayer de changer ce qui ne dépend pas de vous. Et on peut se rendre compte, chacun, faites ce test en une journée. Les colères, les contrariétés, les tristesses,
regardez dans tout cette espèce de fatras qui nous arrive à tous, et bien sûr à moi, ô combien, d'accord ? Eh bien là-dedans, vous verrez, à mon avis, sur 10, ça m'étonnerait qu'il y ait seulement une chose, vous voyez, qui dépende de vous. Hein ? Donc, attachons-nous, pour muscler son mental, justement, à ne changer, faire évoluer, améliorer que ce qui dépend de nous. Et il y a déjà pas mal de choses. Vraiment, qui peuvent, ne serait-ce que ça, changer son regard. Vous voyez ? Alors, on n'appuie pas sur un bouton, on pose, hein, ça c'est certain. C'est une pratique, c'est un entraînement, mais c'est un projet. Si vous ne vous formulez pas ce projet de manière claire, hein, appelez-le muscler son mental, autre chose. Hein, ça, chacun se débrouille avec son vocabulaire et puis sa vie, hein, ce qui est sa vie. Mais si vous ne vous donnez pas ça comme projet, hein, moi je sais que les gens coléreux, s'ils ne se donnent pas comme projet qu'ils vont arrêter de se mettre en colère pour rien, personne ne pourra rien pour eux, mais personne. Ni la richesse, ni leur amoureux, ni leur amoureuse, ni rien. Ni leur mère, ni leur père, ni personne. Et on a du mal à imaginer à quel point on se barricade par la colère, la peur, mais moi j'ai peur de beaucoup de choses. Hein. Attention, je ne me pose pas du tout comme modèle. Justement, je suis juste un tout petit exemple de ce que l'on peut parvenir, si vous voulez, à améliorer dans son quotidien pour que la vie soit jolie. C'est vraiment ça, que chaque jour soit joli. Puis vous savez, moi je suis une militante de l'ordinaire. D'accord. Moi, les événements extraordinaires, j'ai un peu de mal à les vivre. Je ne sais pas comment vous dire. Par exemple, vous voyez, je suis plutôt quelqu'un de joyeux, de souriant, de partant, voilà. Mais je n'aime pas les fêtes. D'accord. Alors ça, on m'invite à une fête, même si c'est une des personnes les plus proches, voilà, de moi, j'y vais pas, et on le sait. Bon, j'arrive à une fête et je sais ni où me mettre, ni comment me mettre, ni que à la limite, qu'est-ce que je fous là. Voilà, j'arrive et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et je repars. Bon, bah alors voilà, ça j'ai appris, vous voyez, ça c'est une liberté de l'âge, je n'y vais plus. Mais par contre, faire en sorte que, je vous donne un exemple, hier soir, voilà, un de mes petits-fils, Luc, qui a 25 ans, est venu dîner. Pour moi, c'était une fête. Voilà. Parce que j'ai réfléchi à ce qu'il aimait manger. Il faut dire que j'ai quand même une de ses obsessions dans la vie, c'est que j'adore faire la cuisine. Rien que ça, c'est une source de joie. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Ça, j'encourage énormément les gens à faire quelque chose de leurs mains. Quelque chose de leurs mains. Si c'est la cuisine, tant mieux, parce que ça rend heureux beaucoup de gens. Et si c'est de la poterie, ben, tant mieux. Ça les reliera à la matière et au vrai. Voilà. C'est tout ça. Et ça, moi, qu'un moment ordinaire, voilà, qu'un dimanche soir, quelqu'un passe dîner, voilà, parce qu'il a eu envie de dîner, eh ben c'est un moment qui est ordinaire, mais qui a été pour moi une fête. Très bien. Et alors, vous parlez aussi beaucoup d'amour et de votre relation avec Jean-Louis. Ça marche très bien. J'ai une question, c'est la question à 1000 sous. À 1000 sous, oui. Mais oui. Oui, 1000 euros, allez hop. C'est ça. Comment on fait durer le couple ? Comment ça marche ? Parce que vous parlez aussi de couple fusionnel sur la durée. Comment... Oui, ben, c'est-à-dire que, en fait, on a l'apparence d'un couple fusionnel pour une raison déjà énorme, c'est qu'on a travaillé ensemble, alors voilà, et qu'on vit ensemble. Donc, déjà, ça vous fait full time, hein ? Bien sûr. D'accord. Donc là, il y a full time. Ce qui n'est jamais facile, hein, en Non, général. je crois que c'est jamais facile. Et tout le monde me dit, mais comment tu as fait pour travailler avec ton mari ? Ça a été un bonheur. Voilà, parce que c'est d'abord voilà, quelqu'un qui est totalement dans le respect total de ce que fait l'autre, que nous étions parfaitement complémentaires dans le boulot et dans la vie. Donc nous sommes profondément différents,
profondément différents. Je ne parle pas des valeurs, évidemment, essentielles, sinon, voilà, qu'est-ce qu'on ferait ensemble? Mais il y a là aussi un couple qui s'est formé tard. Hein? C'est-à-dire que moi, j'avais 43 ans, il en avait 49. Lui, il avait déjà eu la bonne idée de se marier et de faire 4 enfants, parce que moi, j'en ai pas fait volontairement. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfants. Donc, au moins, l'histoire d'avoir des enfants, ça n'existait pas, vous voyez, déjà entre nous. Hein, voilà. Donc ça, c'était déjà effacé. Donc, on est un couple sans enfants. Hein. Quand les couples me disent « mais comment on fait pour durer ?» Je ne dis pas du tout que quand on a des enfants, ça ne fonctionne plus. Mais je dis que notre disponibilité, parce qu'évidemment, on est 2 pour réussir cette affaire-là, notre disponibilité était totale l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas emmené l'un à la crèche, à ramener l'un du tennis, à je ne sais pas quoi, emmener l'un... Bon, voilà. C'est-à-dire que ce morcellement, ne serait-ce que morcellement d'amour, parce que c'est un morcellement de temps, vous voyez, pour les parents, qu'est-ce qui trinque dans ce cas-là? C'est le couple. C'est le temps du couple qui est bouffé. Bien sûr. Hein? Le boulot, les enfants, terminé. Alors là, on n'a plus de temps pour soi. Si on ne coche pas une soirée par semaine sur son agenda, en se disant « cette soirée, elle est pour nous tous les deux », ou une semaine tous les 6 mois pour partir tous les 2, c'est impossible à trouver. Or, le couple ne se nourrit que du couple. C'est une absurdité de dire ça, non. Mais réellement, ça se nourrit du couple. Et que ça demande aussi une immense dose d'amour l'un pour l'autre. Mais immense, qui, elle, ne se réduit pas avec les années. C'est totalement faux de partir sur cette... Ça peut, bien sûr que ça peut, la preuve. Mais le nombre de personnes, quand même, de cette génération, qui part avec l'idée qu'avec les années, non seulement ça ne se bonifie pas, mais ça meurt. Hein ? Alors, on vous met des dates, on vous dit 3 ans, 5 ans, 7 ans, je ne sais pas pourquoi c'est des années, un chiffre impair, mais bon, peu importe. Voilà. Quand vous partez déjà avec cette idée, ou cette espèce de conviction, même si vous n'en parlez pas, et même si vous souhaitez l'inverse, mais que vous savez que pour la plupart des gens qui vous entourent, eh ben ça meurt, et puis beaucoup se séparent. Beaucoup, évidemment. Donc, il y a là, d'abord, je crois très sincèrement, si je devais résumer, mais peut-on le faire, de comment ça dure, en tout cas pour moi, hein, dans le cadre de ce couple spécifique dont je vous ai parlé. Hein. Mais c'est premièrement de s'aimer beaucoup, c'est-à-dire avoir une capacité d'amour qui est immense et qui se cultive pas simplement de manière réciproque, qui se cultive partout. Vous savez, l'amour, c'est comme la joie. Pour moi, c'est la même chose. Ça grandit parce qu'on se débrouille. Hier, j'ai vu le spectacle de Jean-Paul Gaultier. Non, mais le Fashion Freak show. Mais c'est une explosion de joie. Une explosion. Vous sortez de là, vous avez des ailes. Vous voyez ? Donc, ça peut être ça peut être de voir une expo, ça peut être de regarder un arbre, ça peut être d'avoir chaud quand on aime avoir chaud. Enfin, ça se nourrit de sensations, l'amour. Ça se nourrit de sensations. Donc ça, c'est une chose qu'il faut déjà... Voilà, je me permettrai de dire que c'est des sensations très différentes qui nourrissent la capacité d'amour. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un respect absolu de la liberté de l'autre. Et pour avoir ça, il faut avoir soi-même la sensation d'être libre. Et libre, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Hein ? Ça, c'est quand on a 12 ans qu'on croit que libre, c'est faire n'importe quoi. Mais libre, c'est pouvoir vivre et peut-être parler de choses, bien sûr parler, hein, de choses qui nous mettent
dans la joie, qui sont pour nous des sortes de récréations qui, moi par exemple, c'est de partir seul. Ça, c'est nécessaire à mon équilibre, à ma joie, à ma vie, à tout. Et à mon couple, évidemment. Du coup. Voilà. Donc, j'ai épousé un homme qui n'aime pas rester seul. Mais il a toujours accepté que je parte seule, 1 semaine, 4-5 jours. Moi, j'ai besoin d'être seule et en silence. Donc, ça, c'est une chose essentielle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que j'observe que depuis tant d'années, ça lui a donné ce goût-là lui-même. Il a appris, il a découvert ce que c'est que d'être seul. Donc, tant mieux si ça se passe comme ça. Mais on est profondément différents, on a des besoins, il faut savoir les nommer, les respecter et les vivre. Très bien. Et j'avais une dernière question autour du physique, parce que vous parlez beaucoup aussi de ça, et en particulier de l'injonction sur les femmes à la beauté, évidemment. Quel conseil vous auriez envie de donner aux femmes qui nous écoutent, qui sont sans doute plus jeunes, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais on va dire aux femmes qui sont plus jeunes et qui ont cette injection sur la beauté qui est liée au magazine, qui est liée aux publicités, qui est liée à beaucoup de choses, parce qu'en fait, on sait bien que toutes ces femmes n'existent pas vraiment dans la vraie vie, Bien sûr. dans l'absolu. Bien sûr. Alors, on met du temps pour apprendre à se connaître. Ça, je dois reconnaître humblement que j'ai mis du temps. J'ai eu beau faire une psychanalyse de 10 ans, ça m'a aidé à mieux vivre, incontestablement, mais j'ai continué à apprendre à me connaître et j'apprends chaque jour à me connaître. Donc, moi, en apprenant à se connaître, il importe de savoir qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans le domaine, en gros, de l'allure et du physique. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel ? Il y en a pour qui ça sera ne pas avoir une seule ride, il y en a pour qui ce sera avoir toujours des cheveux formidables, il y en a pour qui ce sera avoir une silhouette, je sais pas, peu importe, d'accord ? Mais une fois que vous l'avez défini, une fois que vous avez pris la peine de vous poser la question et de ne pas avoir envie de ressembler à la page 94 de Elle ou de autre chose, d'accord ? Donc, une fois que vous savez, tout est à votre disposition, y compris sur le plan matériel, tout est à votre disposition pour tendre vers cet objectif. Je m'explique. Personnellement, je tiens à une chose qui se résume toujours à ce qui me motive, c'est la joie. J'ai la chance d'avoir un visage souriant. J'ai la chance de rire avec des tas de rides autour des yeux. J'adore mes rides autour des yeux. Mais j'ai eu un moment de ma vie où j'ai eu des rides de tristesse, c'est-à-dire des rictus, voilà, autour de la bouche qui ont été, pour moi, quand je me regardais, je ne me retrouvais pas. Et c'était pas pour devenir jeune, c'était pour être moi-même. Et bien, j'ai tout fait pour les faire, en tout cas les soigner, sachant que ça ne durerait pas une vie, mais en tout cas, ça m'a aidé à traverser ce moment. D'accord. Donc, c'est plutôt se retrouver soi-même, se reconnaître soi-même, plutôt que de vouloir être jeune. Voilà. C'est de plus en plus être soi-même. C'est le travail d'une vie. Vivre, c'est ça. Et en même temps, on disait tout à l'heure quand on préparait, il y a une expression en anglais où on différencie le fait de getting old, donc vieillir, et growing old, qui est se bonifier finalement. Oui, j'adore growing old. Je la connaissais pas, c'est vous qui m'aviez dit ça. Mais je trouve ça formidable. Mais ça, parce que ça rappelle une plante. Vous voyez, ça rappelle un végétal, c'est-à-dire quelque chose de profondément vivant. Ça veut dire devenir plus beau, devenir meilleur, devenir, voilà, avec le fait d'avancer dans la vie et d'avancer en âge, forcément, d'avancer en âge. C'est sans doute une bonne manière de l'envisager, parce que quand on vieillit, alors évidemment, on perd sa fraîcheur, entre guillemets. Bien sûr, mais on perd énormément de choses en vieillissant. Mais ce ne sont pas que des pertes, comme c'est encore aujourd'hui quand même dans l'esprit de la plupart des gens. Il y a aussi des découvertes, il y a aussi des acquisitions, notamment pour moi, cette nouvelle liberté et cette forme de joie à rencontrer des jeunes. Pour moi, la relation aux jeunes est un élixir de vie. C'est quelque chose qui me nourrit vraiment, chaque jour. Et alors j'ai toujours une question finale, qui est,
Comme ce podcast s'appelle Vlan, à quoi vous voudriez claquer la porte? Pardon? À quoi vous voudriez claquer la porte? Pardon. Claquer la porte, moi, à quoi je voudrais claquer la porte? À la violence. Ouais. Oui. Comment ça? À la violence, voilà. J'aimerais que la violence, en tout cas, disparaisse, vous voyez, de nos vies, de nos quotidiens, et sous tous les méridiens. Voilà. Sans doute une violence qu'on a envers soi aussi, peut-être. Bien sûr, mais bien sûr. C'est aussi une violence qu'on a envers soi-même, bien sûr. Regardez le nombre de gens qui se rendent malheureux et avec un talent fou. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est quand même dommage de mettre son talent là-dedans. Mais indépendamment de ça, il y a quand même, encore une fois, cette violence que l'on peut ressentir dans des relations humaines, indépendamment bien sûr de la violence dans les pays, bien sûr, de guerre, et elle n'est pas du tout à négliger. Mais surtout la violence dans la relation entre les humains. Mais je trouve que, très sincèrement, ça s'améliore formidablement. Alors évidemment, ce n'est pas la personne qui a créé le magazine Psychologie et qui a contribué très modestement à ça, mais c'est vraiment ça. Vous voyez, le développement personnel, c'était le territoire de psychologie. Moi, ma manière de m'exprimer aujourd'hui n'est pas du développement personnel. Je trouve que c'est formidable, le développement personnel. Hein, mais ça a quand même beaucoup amélioré les relations humaines. De prendre conscience qu'on pouvait le faire. Voilà. Que cette non-violence, au moins verbale, dans l'attitude, dans la posture, eh bien, on y gagnait énormément, chacun. Très bien. Merci beaucoup, Perla. Merci infiniment, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.